Ça, ce serait trop brutal. Nous, Français en particulier, nous avons plaidé pour qu'il n'y ait pas de sanctions automatiques. Nos amis allemands sont beaucoup plus carrés que nous. Nous, on pense toujours qu'on peut composer avec la réalité, qu'on peut négocier, différer, amodier. On croit à ce qu'on appelle la discrétion politique par rapport à l'impératif de la règle. Bon, donc on a mis en place un système qui s'appelle le pacte de stabilité et de croissance, qui revient à dire quoi? Qui revient à dire que lorsqu'un pays viole la règle commune, il demande à ses amis de l'exonérer de la sanction ou de sanctionner. En gros, on demande à des camarades délinquants ou futurs délinquants de juger le délinquant actuel. C'est comme ça que le pacte de stabilité et de croissance, il y a eu 23 infractions et il n'y a jamais eu de sanction. Donc là aussi, ça n'a pas marché. Bon. Alors, et puis enfin, dernier élément, on a fait le pari qu'à partir du moment où les différents pays européens vivaient ensemble, ils allaient finir par s'imbiber les uns les autres des meilleures pratiques des uns et des autres, et comme ça, eh bien, ce qu'on appelle la concurrence par comparaison allait aboutir à une convergence des institutions économiques, politiques et sociales. Qu'en particulier, les uns ne décideraient pas indépendamment des autres d'une politique énergétique qui va complètement contre les intérêts du voisin, que les uns ne décideraient pas d'une politique sociale qui créerait des... etc. On pensait qu'on allait converger, et là aussi on a divergé. Bien, une fois qu'on sait tout ça, et j'essaye de répondre à votre question, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'on peut voir à l'horizon 2020? Ben là, il y a 3 solutions. Il n'y en a pas 36. La première solution, qui de loin est la plus probable à mes yeux, vous voyez, je m'engage, c'est qu'on continue à bricoler au jour le jour. Qu'on bricole, qu'on bricole, qu'on bricole, pour que le système tienne. Alors, on a remarquablement réussi jusqu'à présent dans l'art du bricolage. Pourquoi? Je vous rappelle que quand la crise grecque a démarré, il y avait 3 principes fondamentaux qui étaient inscrits dans le traité de Maastricht. Si on ne vient pas en aide à un pays en difficulté, c'est ce qu'on appelle la no bail-out clause. Un pays en difficulté ne peut pas sortir de la zone euro, donc on ne peut pas l'aider, il ne peut pas sortir de l'euro, et il ne peut pas dévaluer non plus. Hein? No bail-out, no exit. Bon, et bien, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a inventé d'abord un premier dispositif qui est un dispositif d'assurance mutuelle. On s'est dit quand un pays est en difficulté, on peut l'aider. Et comme on ne voulait pas être en tête-à-tête entre pays qui aidaient et pays qui étaient aidés, on a fait appel au Fonds monétaire international, puisque lui, il a l'expérience de ces montages de solutions avec conditionnalité, surveillance et sanctions. Et donc on a inventé ce système de torture chinoise, qui est les visites trimestrielles de la Troïka, qui permet, en fonction de l'état d'avancement de l'exécution des décisions qui ont été prises, eh bien de surveiller strictement le défaillant pour le mettre sur le droit chemin. J'étais en Grèce pas plus tard que la semaine dernière et j'ai pu voir en direct ce qu'étaient les effets du travail de la Troïka sur la vie politique et sur la vie économique grecque, comment tout le pays maintenant est obsédé par les critères, la liste de tâches à réaliser pour satisfaire aux exigences de la Troïka, hein, qui est composée, comme vous le savez, du FMI, de la Banque centrale et de la Commission européenne. Donc, première chose qu'on a inventée. Alors, normalement, ce dispositif devait être provisoire. Et puis, au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas être provisoire. Donc, on a décidé de créer un fonds permanent qui viendrait en aide aux pays en difficulté. Donc là aussi, alors ça s'appelait le FSF, puis ça s'appelait le SM, et donc on a mis en place des mécanismes permanents de secours mutuel. Et puis après on s'est dit, écoutez, c'est bien beau tout ça, on ne peut pas venir simplement en aide à un pays en difficulté, il va falloir que ce pays en difficulté prenne des bonnes habitudes en matière budgétaire pour l'avenir. Et donc on a introduit toute une série de mécanismes de surveillance du budget. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Enfin, si, vous savez qu'il y a un traité qui vient d'être adopté, mais avant ce traité, il y avait eu ce qu'on appelle le semestre européen, le six-pack, etc. Je vous passe les détails. Aujourd'hui, la procédure budgétaire d'un pays comme la France,
n'est plus du tout ce qu'elle était il y a quelques années. Maintenant, la procédure budgétaire française commence très tôt par la soumission à Bruxelles de ce que sont les hypothèses de croissance, de déficit et d'équilibre des grandes masses économiques et financières pour l'année, plus une trajectoire sur les 5 ans. Donc on soumet ça à Bruxelles très tôt, et Bruxelles nous dit ok, vous pouvez continuer, ou bien non, on n'est pas d'accord avec vos hypothèses, ni de croissance, ni d'équilibre, refaites votre copie. Et en général, on refait notre copie. D'ailleurs, je vous signale qu'avant la fin de la semaine, non, le 7, c'est quand le 7 ? Demain. C'est demain. Eh bien, demain, normalement, Bruxelles va dire ce qu'il pense des hypothèses de croissance et de déficit que nous lui avons notifiées et de la trajectoire de 5 ans que nous lui avons soumis. Ce serait très embêtant qu'ils nous disent qu'ils ne croient pas à nos hypothèses de croissance et à nos hypothèses de déficit. Hein. Enfin bon, je recommence, je reprends mon raisonnement. Donc on commence par soumettre cette procédure. Alors, de deux choses l'une, ou bien on s'adapte, on refait la copie, et la copie est acceptée. Ou bien la copie n'est pas acceptée. Et à ce moment-là, Bruxelles nous dit, bon bah écoutez, vous prenez vos responsabilités, vous pouvez faire votre budget sous votre responsabilité, mais nous vous prévenons, si vous déviez de la trajectoire que vous vous êtes fixée vous-même, il y a un mécanisme de sanction qui peut être mis en place. Vous allez me dire, mais ça existait déjà un mécanisme de sanction. Oui, mais il y a une innovation. Avant, il fallait qu'il y ait un vote positif pour condamner quelqu'un. Maintenant, lorsque la commission estime que vous n'avez pas respecté, sa décision est de droit, sauf si une majorité inverse se forme pour vous éviter la sanction. Vous voyez ? Et tout ça, on l'a déjà accepté. Hein. Tout ça, ça existe, ça circule, etc. Troisièmement, nous avons déjà accepté et nous nous sommes engagés sur une trajectoire de réduction de nos déficits qui doit nous mener à un déficit zéro d'ici 2017 pour la France. Et nous avons accepté autre chose avec le traité constitutionnel que nous venons d'adopter, avec le traité sur la gouvernance, etc., le TSCG, je ne sais plus, traité sur la stabilité, la convergence et la gouvernance. Bon. Et donc ce que nous avons accepté avec ce traité, c'est quoi ? C'est non seulement de réduire nos déficits, mais de faire en sorte que notre déficit à l'avenir et jusqu'à la fin des temps ne dépasse jamais 0,5% en déficit structurel. Et ce que nous avons accepté, c'est que la part de notre dette publique qui est supérieure à 60%, c'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure 90%, de 90 à 60, ça fait 30%, nous nous sommes engagés par avance à faire disparaître ces 30 points de surdette sur les 20 prochaines années. C'est-à-dire, c'est l'équivalent de 1,5 point chaque année. Donc tout ceci pour vous dire que nous nous sommes déjà engagés, quels que soient les gouvernements qui viendront d'ici 2020, à un régime financier extraordinairement rigoureux. Donc ça, c'est acquis. Mais nos amis allemands estiment que ce n'est pas assez. Ils trouvent que ce n'est pas assez rigoureux comme système. Et ils trouvent que certains peuvent continuer à avoir des habitudes laxistes en matière budgétaire et fiscale. Et donc nos amis allemands nous proposent deux choses maintenant. Ils nous proposent que lorsqu'un pays décidément n'est pas assez obéissant et qui ne réduit pas assez vite ses dépenses et qui ne tient pas ses engagements, ils proposent que ce soit un commissaire européen qui prenne le contrôle direct de la gestion du budget du pays récalcitrant pour une durée déterminée. Voilà. Et il propose également que quand il y a une aide publique européenne, elle ne soit pas versée au budget de l'État en difficulté, mais qu'elle soit versée à un compte spécial à part, géré directement par la Commission européenne. Ce qu'ils appellent la mise sous séquestre des moyens qui sont apportés pour l'aide d'un pays en difficulté. Donc voilà, ça c'est les perspectives. Non, pardon, c'est ce qui est acquis. Et voilà quelques perspectives qu'on peut voir se développer. Donc vous voyez, au cours de la période récente, on a fait quand même pas mal de choses, hein, alors que c'était dans un contexte de crise, avec un traité qui n'était pas très permissif. Mais depuis, on a découvert que les problèmes, c'était compliqué, qu'il n'y avait pas qu'un problème de finances publiques,
qu'il y avait un problème encore plus grave actuellement, qui était le problème de l'ensemble du système bancaire européen, qui a été gravement fragilisé par d'abord la crise des subprimes, puis la crise des dettes souveraines. Et surtout, on a découvert avec l'Espagne la situation détestable dans laquelle la faiblesse des banques d'un pays oblige le pays concerné à recapitaliser ses banques en difficulté. Comme ce pays n'a pas les moyens de les recapitaliser, il est obligé de s'endetter auprès de ses partenaires européens, donc il est plus fragile. Et étant plus fragile, il fragilise lui-même ses propres banques qui deviennent de plus en plus fragiles et qui ont besoin du secours de leur État. Et donc, c'est un cercle vicieux absolument détestable. Et donc, que faire dans ce contexte-là? Là aussi, il y a eu une percée décisive au niveau européen. Le 28 et 29 juin, on a dit, la seule solution, c'est de faire une union bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une union bancaire? Aujourd'hui, nous sommes dans un système dans lequel nous avons un marché unique, une monnaie unique, mais nous avons 27 autorités de régulation nationale et 27 pays qui ont une autonomie budgétaire et 27 pays qui sont responsables de leurs 27 systèmes financiers. On dit ça va plus, tout ça. Ce qu'on va faire, c'est une union bancaire pour l'ensemble de la zone, avec un superviseur unique qui sera logé à la Banque Centrale Européenne. Ce superviseur unique doit pouvoir disposer des moyens, on appelle ça un fonds de résolution, qui doit permettre de restructurer les banques en difficulté, voire les faire disparaître. Ce fonds de résolution, quand il sera mis en place, fera probablement disparaître la moitié des banques espagnoles. La moitié. Et ce fonds de résolution, alors le problème, c'est comment peut se financer ce fonds de résolution. Le problème, c'est quelle est la part du système bancaire et financier qui peut être couvert par cette autorité de supervision. Et puis au-delà, que devient-il de l'argent des déposants en cas de difficulté d'un pays? Est-ce qu'on mutualise la responsabilité de l'aide aux déposants ou pas? Et ce sont donc tous les enjeux qui vont être débattus et arbitrés dans le cadre de l'union bancaire dans les mois qui viennent. Alors, on a quelques idées là-dessus. Les Allemands, nos amis allemands, comme on dit habituellement, ne voulaient pas que l'autorité de supervision couvre l'ensemble des 6000 banques européennes parce qu'ils voulaient protéger leurs banques régionales, leurs caisses locales qui ne sont pas en très bonne santé. Je pense personnellement qu'on finira par mettre en place un système qui couvrira les 6000 banques. Mais la vraie question, c'est la question que j'évoquais tout à l'heure sur les banques espagnoles. Si on considère qu'il faut les recapitaliser massivement, on les recapitalise avec quel argent? L'idée qu'on avait adoptée le 28 et 29 juin dernier, c'est que c'était le Fonds de stabilité européen, ce qu'on appelle le SM, qui allait intervenir directement pour recapitaliser les banques allemandes, les banques espagnoles. Mais ça voulait dire que les banques espagnoles allaient être recapitalisées avec de l'argent européen. Et donc nos amis allemands nous ont dit non, ça ne va pas. Il n'est pas question que le contribuable allemand paye pour les dérives des banquiers espagnols. Donc on s'oriente vers un système dans lequel, dans la nouvelle union bancaire, tout ce qui était actif et passif d'avant la création de l'union bancaire continuerait à relever de la logique et de la supervision des États nationaux. Donc, en bon français, les erreurs passées faites par les banques espagnoles seront supportées par le contribuable espagnol. Et par contre, tout ce qui est actif et passif futur, ça sera sous la supervision de la nouvelle autorité européenne. Donc là aussi, grand progrès sur l'union bancaire. Et puis vous voyez que les progrès budgétaires, les progrès sur l'union bancaire, les progrès sur l'union économique et monétaire, je n'ai pas le temps de détailler, avec l'action de la Banque centrale, ça conduit progressivement à faire une union économique plus développée, et à un moment, la question politique se pose. D'où toute la question de l'union politique. Et la question qui se pose, c'est que je vous ai décrit ces évolutions, ces bricolages. Un certain nombre de gens disent, à un moment, il faudra poser la question essentielle, qui est la question du saut fédéral. Et donc ça, c'est le deuxième scénario. C'est que tous ces bricolages économiques conduiront nécessairement à un moment à un saut politique, à un saut fédéral. Et donc vous entendez couramment dire que l'avenir, c'est la fédération européenne. Alors est-ce qu'en 2020, on aura la fédération européenne?
Alors, je vais vous dire d'abord en quelques mots ce qu'est la Fédération européenne, puis je vous dirai ce que j'en pense moi, et donc avec une forte probabilité de me tromper puisque je suis un expert. Mais en tout cas, vous allez pouvoir peut-être avoir un jugement meilleur que le mien puisque vous n'êtes pas expert. Alors, qu'est-ce que c'est que le saut fédéral? Ça consiste à dire, au fond, une fois qu'on aura réalisé la convergence budgétaire, une fois qu'on aura créé des institutions fédérales comme un ministre de l'économie européen, une agence de la dette, une direction du trésor européen, il faudra bien quand même donner une base démocratique à tout ça, parce que la base de la démocratie, c'est l'Assemblée qui vote l'impôt, quoi. Hein? Comme le disent les Anglais, no taxation without representation. Donc, à partir du moment où on commence à avoir des dépenses publiques européennes, de la redistribution européenne, des budgets européens significatifs, il faut qu'on ait un Parlement européen. Alors vous allez me dire, mais on a déjà un Parlement européen. En fait, vous n'avez pas remarqué que nous avions un Parlement européen. Ça n'a pas beaucoup convaincu les gens. Personne ne pense qu'il a un véritable pouvoir. D'autant que tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, toutes ces initiatives, tous ces développements et toutes ces décisions ont été prises dans le cadre du Conseil européen, c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure qui échappait complètement au contrôle démocratique par le Parlement européen. Alors les gens disent, oui, mais vous êtes un puriste, parce que, au fond, lorsque les dirigeants européens se réunissent à Bruxelles pour décider, ils sont eux-mêmes les représentants de leurs peuples respectifs, de leurs parlements respectifs, et donc vous avez un contrôle par les parlements nationaux. Donc il y a une espèce de démocratie européenne, je dirais, par capillarité, puisque, au fond, quand vous réunissez les dirigeants des pays européens, ce à quoi vous objecteront des gens que non, la représentation du peuple européen n'existe pas, elle ne s'exprime pas. Vous avez des représentants des peuples nationaux, dans leurs parlements nationaux, et puis vous avez un Parlement européen qui ne représente pas grand-chose. Alors il y a toute une série de propositions qui sont faites à la fois pour redonner une légitimité démocratique au Parlement européen, et par exemple Cohn-Bendit et Guy Verhofstadt ont sorti un petit bouquin où ils proposent que lors des prochaines élections européennes qui auront lieu en 2014, ces élections aient lieu le même jour dans tous les pays européens, que ça se fasse sur des listes politiques européennes, une liste du Parti socialiste européen, une liste du PPE, et que surtout, celui qui arrivera en tête, que la liste qui arrive en tête, et bien que par exemple, si, comme c'est probable, M. Schulz est à la tête de la liste du PSE, et si le PSE arrive en tête, eh bien ce serait celui qui est en tête qui deviendrait ipso facto le Premier ministre de l'Europe, c'est-à-dire le président de la Commission européenne. Et puis nos amis allemands proposent également qu'on aille plus loin, en fusionnant le poste de président du Conseil et de président de la Commission, et donc on aurait un exécutif européen, on aurait un Parlement européen, et donc la Fédération européenne serait en marche. Voilà. Alors c'est possible, mais je n'y crois pas beaucoup. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Si vous voulez, on a deux modèles fédéraux quand on regarde les choses de près. On a le modèle allemand et le modèle américain. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le modèle allemand, vous avez un pouvoir très important qui est laissé aux Länder. Donc de ce point de vue-là, ça nous va bien. Parce qu'on pourrait dire que l'équivalent des Länder, ce serait la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Mais vous avez un budget fédéral qui est important et vous avez des règles de péréquation entre les Länder avec des mécanismes de redistribution importants. Ça voudrait dire que l'Allemagne accepterait une redistribution profonde et donc accepterait une union de transferts importante. Puisque dans la constitution allemande, il y a l'idée que l'égale dignité des citoyens exige qu'ils puissent vivre dans les mêmes conditions. Donc ça voudrait dire que si on transpose le modèle à l'Europe, le citoyen grec doit pouvoir vivre aussi bien que le citoyen allemand, puisqu'ils sont tous les deux des citoyens européens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'y crois pas beaucoup. Hein. Mais peut-être parce que je suis vieux jeu et que demain il va y avoir une révélation. Nos amis allemands vont soudain accepter ça. Là, j'ai des doutes. Alors, regardons plutôt du côté américain. Du côté américain, les choses sont beaucoup plus claires. Dans la Constitution américaine, il y a le no bailout clause, c'est-à-dire si un État américain est en difficulté, l'État fédéral ne vient pas l'aider. Ça, c'est bien. Ça pourrait plaire à nos amis allemands,
Parce qu'un pays en difficulté dans le cadre de la fédération européenne, ben, s'il a des difficultés, il se démerde, on ne vient pas l'aider. Et donc, il réduit ses salaires, il mange de la vache enragée, donc c'est très bien. Oui, mais problème, le budget fédéral américain représente 25% du PIB. Et donc, d'une certaine manière, le budget fédéral américain, il redescend en pluie fine sur l'ensemble des citoyens américains. Or, le budget européen aujourd'hui représente 1% du PIB seulement. Donc, c'est pas possible. Donc, il faudrait supposer qu'on augmente massivement le budget européen pour qu'il puisse, en gros, permettre d'accuser les chocs. Donc voilà, ça c'est le deuxième scénario européen, le scénario de la fédéralisation. Et le troisième scénario, bah, c'est le scénario de l'éclatement. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, si... Mais je n'y crois pas beaucoup, parce que je pense que ce serait une telle catastrophe. Comme personne n'est capable d'imaginer comment gérer une telle catastrophe, on fera tout pour l'éviter. Ceci étant, on peut parfaitement imaginer, moi j'étais en Grèce récemment, encore une fois, la situation se détériore rapidement. Il n'est pas impossible qu'à la prochaine élection, ce soit un parti mélenchoniste qui arrive au pouvoir, c'est le Syriza, avec en troisième position un parti fasciste, en quatrième position un parti stalinien. La décomposition politique grecque est telle aujourd'hui qu'on ne peut rien exclure, et on voit qu'en Italie actuellement, c'est un parti totalement fantaisiste de Beppe Grillo, qui est un comique public qui vient d'emporter les élections en Sicile, et qui est deuxième, d'après les sondages, aux futures élections italiennes. Il y a une grave maladie de la démocratie européenne, et ça peut aboutir à des phénomènes incontrôlables. Donc, je ne sais pas. Bon, j'arrête sur l'Europe et j'arrive en France. Maintenant, j'atterris en France. Et donc, je vous disais que, dans ce contexte mondial que je viens de décrire, et dans ce contexte européen que je viens de décrire, nous avons donc des problèmes qui découlent de ce que je viens de dire, parce que, bien entendu, ce qui se passe en Europe, ça va nous impacter directement. Mais en plus, nous avons des problèmes spécifiques. Et ces problèmes spécifiques, je vous les ai déjà annoncés, c'est d'un côté un problème de finances publiques, de maîtrise et de soutenabilité de nos finances publiques, et d'un autre côté, un problème de compétitivité. Alors, sur les finances publiques, on vous en a tellement parlé que j'insiste pas, juste quelques chiffres. Nous sommes maintenant, parmi les grands pays, les champions toutes catégories de la dépense publique. Elle représente 56% du PIB. Nous sommes l'un des pays dont les prélèvements obligatoires continuent à monter verticalement. Nous sommes à 46% du PIB à l'horizon 2013. Nous sommes un pays, comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'a jamais réussi à tenir ses engagements de réduction de déficit. Nous sommes un pays qui a ce génie formidable d'accumuler à la faveur des réformes des structures supplémentaires de gouvernance, avec un millefeuille territorial qui devient d'une complexité invraisemblable, qui est une source de surcoût formidable. Nous avons un État social qui est devenu protéiforme. Nous sommes les champions du monde de l'État social. Il pèse 33% du PIB. C'est remarquable. Nous sommes bien couverts. C'est une très bonne chose. Mais ça représente des montants formidables. Et donc, il y a 2 ou 3 choses qui nous attendent dans cette perspective 2020. C'est la trajectoire de réduction des déficits publics sur laquelle nous nous sommes engagés. Je vous rappelle, nous devons passer de 4,5% cette année à 3% l'année prochaine. Alors, c'est difficile à atteindre le 3%, surtout dans un contexte récessif, puisque j'ai oublié de vous le dire, on fera probablement 0 ou 0 plus en croissance en 2012, et en 2013, on ne fera pas le 0,8 qui est annoncé. Donc, a priori, on ne fera pas non plus le 3% annoncé. Ceci étant, on peut parfaitement décider l'année prochaine, entre mars et juin prochain, quand on se rendra compte qu'on n'est pas dans les rails, on pourra décider d'un collectif budgétaire qui renforcera davantage l'austérité, qui rendra encore plus difficile la reprise économique, qui aggravera la récession et qui rendra encore plus difficile l'atteinte des objectifs de réduction du déficit. Mais on peut le faire. Après tout, c'est ce que les Grecs, les Espagnols et les Italiens font déjà. Et on découvre que loin de résoudre les problèmes, ça contribue à les aggraver. Mais comme l'a dit Mme Merkel, elle a dit en 2008 que la crise durerait 10 ans. Maintenant, elle dit qu'elle va durer 5 ans. Donc elle est fidèle à son programme. Il faudra 10 ans pour faire la grande purge. Comme ce sont de grands moralisateurs, nos voisins, en gros, comme on a beaucoup péché, il faut qu'on paye l'addition maintenant. Donc, un cadre budgétaire particulièrement contraint. Alors, ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire que la trajectoire qui est déjà annoncée, qui est donc 4,5, 3, 2, 1 et puis 0. Alors j'ajoute juste que à partir du 2, c'est basé sur une hypothèse de croissance de 2%. Alors, je ne vois pas du tout comment on aura une croissance de 2%. Donc ça veut dire que chaque année sera plus difficile encore, parce qu'il y a à la fois une marche d'escalier à franchir et puis la correction de la trajectoire. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, et c'est là que la deuxième nouvelle intervient, c'est-à-dire le rapport gallois. Le rapport gallois, ce qui est très intéressant, c'est que le rapport gallois est d'une facture tout à fait classique, je vais vous le montrer, mais les décisions prises par le gouvernement, elles, ne sont pas du tout d'une facture classique. Et c'est ça toute l'originalité du moment présent. Et c'est pour ça qu'avec ce qui s'est passé ce matin, on a à la fois la conjonction du problème de compétitivité et du problème de maîtrise des finances publiques. Je vous explique ceci en 2 mots. Je suis vraiment très très long. Hein. Donc, je vais accélérer un petit peu quand même, pour qu'on ait quand même le temps de discuter un petit peu après d'avoir quelques questions. Alors, que dit le rapport gallois? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le rapport gallois est d'une facture absolument classique. Il est fidèle à tous les rapports qui ont été faits avant. En gros, il dit, 1, diagnostic, la situation s'est très profondément dégradée, il y a un véritable effondrement industriel. 2, sur les solutions, il faut combiner 2 types de solutions. Une solution à moyen et long terme qui passe par des efforts majeurs en matière de formation, de qualification, d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation, d'aide à l'exportation, de stimulation, etc., etc., etc. Le fait que je dise etc., de Small Business Act, d'aide aux PME, d'aide pour que les PME deviennent des ETI, multiplication du nombre des exportateurs, je vous dis ça comme une poupée mécanique, parce que ça fait 20 ans qu'on répète la même chose et qu'on accumule les rapports et que bon. Mais c'est très bien qu'on le redise. Et donc ça, c'est le premier volet de son action, c'est l'action à moyen et long terme. Et puis l'action à court terme, il dit, et en même temps, comme on est dans une situation maintenant particulièrement difficile, il faut faire un choc d'offres. Et ce choc d'offres, là aussi, c'est d'une grande banalité, on l'a tous écrit, il faut faire un transfert massif de charges qui pèsent sur le travail aujourd'hui, qui ne sont pas justifiées, vers une base de taxation à assiette plus large, que ce soit une assiette revenu avec la CSG, que ce soit une assiette consommation avec la TVA, ou que ce soit une assiette écologique avec une taxe carbone. Donc voilà, les propositions qu'il fait. Alors le gouvernement aurait pu adopter ce programme. Alors, il ne l'a pas fait. Pourquoi? D'abord, il a dit oui, toutes les idées, innovation, exportation, apprentissage, oui, d'accord, on achète tout, il n'y a pas de problème, donc oui, simplification administrative, etc., comme tous les gouvernements, depuis toujours, etc. Comment? Oui, mais bon. Et puis par contre, le fameux choc d'offres, il a dit non, je ne prends pas le choc d'offres parce que je ne peux pas dégager maintenant 30 milliards qui viendraient alléger le coût du travail parce que je ne suis pas capable d'augmenter la CSG maintenant pour des tas de raisons. Augmenter la CSG maintenant, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire me priver d'augmenter la CSG demain au moment où il faudra faire la réforme des retraites et du régime de la dépendance. Je ne peux pas le faire non plus économiquement parce que ça veut dire déprimer le pouvoir d'achat des ménages au moment où nous sommes déjà en dépression de pouvoir d'achat et en dépression économique. Donc je ne peux pas le faire. Et je ne peux pas le faire politiquement non plus parce que je ne peux pas justifier d'améliorer les marges des entreprises en pénalisant les revenus des classes moyennes et inférieures. Donc je ne peux pas le faire. Je ne peux pas non plus faire une mesure large de type TVA, parce que je l'ai combattu au moment où Sarkozy l'annonçait, et parce que j'ai toujours considéré que la TVA était injuste, parce qu'elle frappait de la même manière les ménages à revenus modestes et les ménages à revenus élevés, voire même elle frappait plus les ménages les plus modestes, puisqu'ils ont une propension marginale à consommer plus élevée. Donc je ne peux pas le faire. Et puis les impôts écologiques, ça fait plaisir à tout le monde, simplement ça ne rapporte rien. Parce que même si vous doublez la TIPP, ce n'est pas à la hauteur du problème. Et puis, doubler la TIPP, les gens sortent les fourches le lendemain matin. Donc, déjà, ils estiment qu'une augmentation de 2 centimes de l'essence est insupportable. Donc, à plus forte raison, doubler la TIPP. Donc, ils ne peuvent pas. Donc, l'idée qu'ils ont eue est la suivante. Ils ont dit, bon, eh bien, on va faire malgré tout un effort.
mais qui va être gagé sur deux sources de revenus. La première, c'est des réformes structurelles dans l'appareil d'État, les collectivités territoriales et la sécurité sociale pour baisser structurellement les dépenses publiques de 10 milliards d'euros. J'insiste sur un point, qui viennent se rajouter aux 10 milliards déjà prévus dans le cadre de la baisse normale des déficits. Donc, ça commence à devenir un effort significatif en matière de maîtrise des dépenses. Et ce qui est intéressant, c'est que vous ne pouvez pas faire ça simplement en jouant des effets mécaniques, de la progression, de la croissance, etc., parce que ça ne permet pas de délivrer ces résultats. Donc ça veut dire que le gouvernement actuel s'oblige à faire des réformes structurelles en 2014-2015 dans les domaines du financement des collectivités territoriales, de la protection sociale, et également, il a dit que tout le monde serait concerné, notamment ce qu'on appelle les organismes publics, les agences, etc., et également les organismes qui gèrent la formation, etc. Donc il va y avoir plusieurs chantiers, ce que j'appellerais moi une RGPP au carré, alors même qu'il condamnait la RGPP, on va avoir une RGPP au carré ou au cube pour trouver ces sources d'économie importantes. Très intéressant quand même que ce soit un gouvernement de gauche qui fasse ça. Et puis deuxièmement, ça ne représente que la moitié. Ça ne représente que la moitié des moyens, il faut trouver l'autre moitié. Et l'autre moitié, c'est un cocktail fiscal à base de TVA et puis de taxation écologique. Alors là aussi, on ne sait pas exactement ce que ça sera, mais enfin, le dispositif qui est proposé, c'est quand même l'augmentation de la TVA de 19,6 à 20, ce qui représente 0,4, ce qui fait quand même 3 milliards. L'augmentation de la TVA de 7 à 10, qui va faire encore 3 milliards. Et puis une petite baisse de 5,5 à 5, quand même, pour le décor, sur les revenus de première nécessité. Comment ? Voilà, pour les revenus de première nécessité, comme ça on ne dit pas qu'il n'y a que des augmentations, il y a aussi une sensibilité sociale qui est marquée. On peut saluer ce geste et ce souci. Donc ce qui est intéressant, c'est que, au fond, il y a 3 tabous qui ont été brisés par la gauche au pouvoir. Le premier tabou, c'est de dire oui, il y a un problème de compétitivité coût. Souvenez-vous de toutes les contorsions de François Hollande, disant un jour oui, un jour non, un jour la compétitivité hors coût est plus importante. Là, et pour en avoir discuté, moi, avec beaucoup de responsables du gouvernement actuel, c'est vrai que ce n'était pas acquis qu'ils acceptent cette idée qu'on avait un problème de compétitivité coût. Là, ils l'ont accepté. C'est un premier tabou qui est brisé. Le deuxième tabou qui est brisé, c'est la progression de la dépense publique n'est pas une vertu. Jusqu'à présent, on estimait que c'était l'extension de l'État protecteur, c'était l'extension des services publics. Pourquoi vous dites non? Eh bien là, on dit, on valorise positivement le fait de réduire, pas d'infléchir la progression, non, de réduire la dépense publique. Et ça, c'est très prometteur à mon avis, parce que le plus dur, c'est le premier pas. Une fois que vous avez franchi le premier pas, vous pouvez aller plus loin. Je vous le dis très simplement, il se trouve que j'étais un proche conseiller de Michel Rocard au moment où nous avons inventé la CSG. Et la CSG est devenue un impôt remarquable depuis. Quand on l'a inventé, ça devait représenter 1% seulement. Depuis, ça s'est formidablement développé. Et comme vous le savez, aujourd'hui, la CSG a un rendement de 1,5 fois supérieur à celui de l'impôt sur le revenu. Donc, il faut être créatif au début. Il faut faire en sorte que ça passe bien. Et puis après, on a de la marge de manœuvre. Et puis le troisième tabou qui a été brisé, c'est celui de la TVA. La TVA, si vous regardez les déclarations de François Hollande pendant la campagne électorale, c'était un impôt injuste, un impôt inique, un impôt inefficace, pesant sur un. Ben, là, on l'accepte. Là aussi, on commence gentiment, un 0,4 ici, mais qui laisse des perspectives, puisque comme nous sommes inférieurs à la moyenne européenne, on peut imaginer là aussi quelques étapes supplémentaires, et on peut même inventer un taux majoré pour les produits de luxe. Comment? Voilà, pourquoi pas. Alors ça pose quelques problèmes techniques, mais on peut essayer de trouver des aménagements.
Donc au total, l'un des produits de ce rapport gallois qui n'était pas anticipé par moi est d'avoir amorcé un début de tournant qui, compte tenu des contraintes européennes que j'ai mentionnées et des contraintes économiques internationales que j'ai mentionnées, montre peut-être que nous sommes en train d'emprunter une nouvelle voie et que pour la première fois, nous sommes vraiment en train de nous attaquer. Vous voyez que je finis sur une note optimiste. Pour la première fois, nous sommes en train de nous attaquer à notre double problème, qui est un problème lancinant d'équilibre de finances publiques et un deuxième problème qui est un problème d'érosion constante de notre compétitivité. Merci.